Je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être avec vous ce soir à Grandlieu, parce que j'ai visité la Maison du Lac, et une zone humide de la qualité de celle-ci, j'ai vraiment rarement vu, je dois dire, une biodiversité d'une grande richesse, une Maison du Lac qui est admirablement conçue, où l'on découvre par une muséologie très adaptée et très moderne la vie de ce milieu. C'est très très beau et je vous envie d'avoir la chance d'avoir proche de chez vous un ensemble aussi passionnant auquel se passionnent les personnes qui sont avec nous ce soir et qui ont fait l'effort de bien m'expliquer tous les enjeux qui sont autour de ce lac de Grandlieu. J'ai découvert avec beaucoup d'intérêt que le Conseil général s'y intéresse beaucoup, que les municipalités, que les communautés d'agglomération, que les associations sont partie prenante et qu'autour de ce lac s'organise un système de gouvernance riche et complexe, comme est riche et complexe la nature ici. Alors on a baptisé cette conférence La Terre en héritage. C'est en pensant aux enfants. On me demande parfois pourquoi tu continues à faire tant de conférences et pourquoi tu t'agites. Tu devrais profiter de ta retraite. Oui, alors évidemment, on pourrait regarder les feux de l'amour tous les jours en se consolant à l'idée que ça durera jusque 2076. Donc si vous avez envie de savoir la fin de l'histoire, vivez vieux, vivez longtemps. J'ai préféré consacrer les jours qui me restent à vivre pour que le monde que nous laisserons à nos enfants soit viable et vivable. Et que, en particulier, leurs rapports, comme nos rapports avec la nature, soient moins conflictuels qu'ils ont été depuis les débuts de l'ère industrielle en particulier, parce que nous avons divorcé de la nature. Ce divorce a commencé, au fond, à la Renaissance. Descartes disait « Nous sommes comme les maîtres et les possesseurs de la nature ». Bon, c'était évidemment très exagéré. Si nous étions les maîtres de la nature, il n'y aurait pas les catastrophes naturelles que nous connaissons. Nous ne serions jamais malades et nous serions devenus déjà immortels. Ce à quoi rêvent des courants de pensée qu'on appelle les transhumanistes, auxquels je n'adhère par aucun aspect, parce que je pense que l'homme est ce qu'il est, je pense qu'il peut évoluer, qu'il doit évoluer, mais je pense que la démesure est un mal qui nous menace actuellement, sans doute plus qu'à aucune autre espèce en raison du pouvoir extraordinaire de nos technologies. Alors à partir du moment où les technologies ont explosé au début de l'ère industrielle, nous avons beaucoup cassé, nous avons beaucoup abîmé, nous avons beaucoup puisé dans la nature. On disait que nous sommes des exploitants, mais nous nous sommes comportés plutôt comme des exploiteurs. Je viens d'une région, la Moselle, qui a fourni à ce pays, à notre pays, le fer et le charbon. Il n'y a plus de fer et plus de charbon. Et la question qui se pose pour le petit enfant qui est né ici cet après-midi, quand il aura mon âge, qu'est-ce qu'il restera comme ressource? Puisque chez nous, il n'y a plus de mines en France. Est-ce que ça sera pareil sur toute la surface du globe? Nous considérons la nature comme un réservoir que nous vidons. Alors avec ce qu'on tire de ce réservoir, évidemment, on produit. Ce qu'on produit, on le consomme. Et puis on rejette des déchets. Et on pollue. Et par conséquent,
ce réservoir qu'on vide remplit un dépotoir. Et nous salissons beaucoup la nature et l'environnement. La question qui se pose, mais qui est grave, chers amis, c'est est-ce qu'on peut continuer comme ça? Et on s'est dit peu à peu que la réponse à cette question, c'est non. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut s'y prendre autrement. Et on a inventé ce concept de développement durable avec l'idée que nous ne devons plus épuiser les ressources et que nous devons éviter de détruire, de polluer, d'abîmer l'environnement naturel et bâti. C'est une idée très nouvelle, vis-à-vis de laquelle vraiment nous sommes aujourd'hui très fortement engagés, et c'est ce que nous voudrions voir se mettre en place. Alors la première idée, évidemment, qui tombe sous le sens, c'est la nécessité impérative, absolue, de recycler nos déchets. Ce qu'on recycle, on ne le puise pas dans le sol, on n'épuise pas les ressources, on crée une économie circulaire et vertueuse. Et c'est une des pistes majeures du développement durable. J'appartiens à une génération où il y avait, à côté de chaque commune, le tas d'ordures. Les tas d'ordures ont complètement disparu aujourd'hui, évidemment. Nous sommes à l'époque du tri des déchets et de réutilisation au maximum de ce que nous produisons dans ce domaine. La deuxième idée qui est très forte, c'est de lutter contre les pollutions qui font beaucoup de dégâts. Toutes sortes de dégâts portés aux écosystèmes, portés à la nature, mais portés aussi à l'homme à travers les effets sur sa santé. Alors deux chiffres qui paraissent stupéfiants et terriblement inquiétants, évidemment. Chaque année, 7,5 millions de terriens meurent de la pollution de l'air plutôt que ce qui devrait leur arriver si on considère l'espérance moyenne de vie. En fait, ces personnes perdent 2, 3, 4 ans d'espérance moyenne de vie en raison d'accidents vasculaires, de problèmes pulmonaires, d'asthme, etc. Alors ceci concerne beaucoup évidemment des pays comme la Chine où la pollution atteint des degrés extraordinaires, comme on le voit quand vous avez des images de Pékin et que vous apercevez, ou à Shanghai, qu'il y a une brume qui vous cache des distances très, très proches. On n'a pas de chiffres, la Chine ne publie pas de chiffres en ce domaine, mais on estime que le tiers des morts prématurées se situent dans ce pays. Puis alors il y a une polémique dont je dirais un mot en ce moment même, dans l'actualité. Ce sont les effets des microparticules émises par les diesels et subitement émises aussi, l'a-t-on dit la semaine dernière, par les foyers à bois. Vous avez vu cette étrange polémique où on nous a dit ce que j'ai trouvé stupéfiant, bien que ce soit mon métier, que les cheminées à bois à Paris émettaient plus de particules que les voitures. Je ne sais pas qui a produit ces chiffres. Ce que je sais par contre, c'est que les autorités administratives de la capitale ont décidé qu'à partir du 1er janvier, il n'était plus hors de question d'ouvrir sa cheminée et d'y mettre des bûches. Madame Royal a dit que c'était de l'écologie punitive et que c'était, je la cite, un peu ridicule. Je partage son point de vue. Alors c'est mieux d'avoir ce qu'on appelle un insert, c'est-à-dire d'éviter que les particules effectivement se répandent dans la pièce où brûle la cheminée, c'est sûrement mieux, mais voilà, il y a comme ça tout d'un coup en écologie des modes dévastatrices qui s'abattent sur nous. C'est comme ce jour où j'avais été invité
par M. Alain Juppé à Bordeaux pour travailler sur la question des résidus de pesticides dans le vin de Bordeaux, de sorte qu'on avait récusé aux États-Unis des importations de vin, ce qui avait beaucoup alerté les vignerons bordelais. Puis le soir à l'hôtel, il y avait une émission de télé où c'était le journal, je crois, et une scientifique dont j'ignore le nom a déclaré que l'alcool était cancérigène à la première goutte. Et comme M. Juppé nous avait invités à déjeuner après, il m'a dit, il paraît qu'on a dit ça, est-ce que vous avez entendu? J'ai dit oui, je l'ai entendu hier soir. Oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je dis le plus grand mal. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est hyper spécialisé sur un segment très court des connaissances qu'on peut et qu'on doit dire n'importe quoi. Alors il faudrait mettre parfois de la pondération et du discernement dans les discours écologiques. Le deuxième chiffre qui est inquiétant aussi, c'est que 3,5 millions de personnes meurent, mais alors cette fois-ci très tôt, puisque plus d'un tiers sont des petits-enfants, de la pollution de l'eau, en particulier dans les pays du Sud, où les eaux contaminées par les bactéries font ces dégâts-là. Mais là aussi, il y a une question qui m'intrigue beaucoup, c'est comment se fait-il que malgré les prises de position continuelles de l'ONU, on n'arrive pas à faire tomber en dessous de 1,5 milliard de personnes le nombre de gens, de terriens, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors je m'en suis ouvert avec un des patrons d'une des grandes multinationales françaises de l'eau, qui m'a dit c'est très simple. C'est très simple, c'est lié au système politique. Dans les pays africains, par exemple, où nous travaillons, me disait-il, les responsables politiques sont extrêmement attentifs au développement chez eux des nouvelles technologies. Ils souhaiteraient que chacun, comme chez nous, ait l'accès à Internet, au portable, etc. Mais l'accès à l'eau, non. Il me dit non, ça ne les intéresse pas. Parce que ça a toujours été comme ça, et voilà, on n'avance pas. Et c'est un domaine où on n'avance pas. Et ben, le chiffre de 3,5 millions de morts atteste de la gravité de ce problème. Et puis alors, il y a un déchet dont on parle beaucoup, c'est le gaz carbonique, naturellement. Ce gaz carbonique produit le fameux effet de serre. Il s'accumule dans l'atmosphère à la suite de la combustion des combustibles fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon, et il empêche la chaleur du soleil qui atteint le sol de se réfracter en partie dans l'espace, de sorte qu'il y a de plus en plus de chaleur qui est piégée au niveau du sol et au niveau des océans. C'est ça, l'effet de serre. Or, cet effet de serre a un impact sur le climat, qu'on a subodoré déjà il y a fort longtemps, qu'aujourd'hui on a pratiquement prouvé, puisque le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le fameux GIEC, a publié toute une collection de rapports, il faut bien le dire, très alarmistes sur cette question. Au début de l'ère industrielle, il y avait dans l'atmosphère 270 parties par million de gaz carbonique. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 400 parties par million, donc il y a eu une très forte augmentation. Et c'est à cette augmentation-là qu'on attribue le fameux réchauffement climatique. Alors à propos du réchauffement climatique, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a bien un réchauffement climatique? Il y a eu des polémiques. Claude Allègre a été l'auteur d'une de ces polémiques en niant la réalité du réchauffement climatique. Mais ceux qui nient cette réalité sont extrêmement minoritaires. Il n'y a pas, disons, deux camps à peu près de même volume, les pour et les contre. Il y a pratiquement une immense majorité de scientifiques qui considèrent qu'il y a un réchauffement climatique, et le commun des mortels que nous sommes le constate. Il faisait 10 degrés cet après-midi, et nous sommes le 12 décembre. Cette année, 2014, sera certainement
l'année la plus chaude que la Terre aura connue depuis les années 1880, les premières années où on a fait des relevés des températures. L'année la plus chaude. D'autre part, nous avons assisté au spectacle effarant de ce qui se passe dans le sud-est avec des inondations à répétition qui sont extrêmement douloureuses pour ceux qui les subissent, parce qu'à la différence des inondations ordinaires qui arrivent de temps en temps un peu partout dans nos pays, celles-ci sont à répétition. Et j'étais avant-hier avec un collègue universitaire de Montpellier qui me disait « Nous avons eu 3 inondations cet automne à Montpellier ». Alors cela, c'est du jamais vu depuis que l'on sait. Les anciens n'ont jamais vu ça, mais vous allez me dire, les anciens sont récents. Qu'en était-il il y a très longtemps? Qu'on ne se souvient pas qu'il y ait jamais eu un automne comme celui-là dans le sud-est. Alors ceci écorne évidemment le mythe de la Côte d'Azur, et puisque ce soir nous avons un éminent et très sympathique représentant du Conseil général, il me revient à l'esprit que j'ai déjeuné avec des représentants du Conseil général du département de l'Hérault, donc à Montpellier, et il me disait ceci: nous sommes le département des va-et-vient. Nous avons de plus en plus de nouveaux arrivants qui, à la retraite, viennent chez nous pour profiter d'un soleil perpétuel, et nous avons de plus en plus de redéparts parce que ce soleil, chez nous, cher Jean-Marie, devient mythique. Ça n'est plus le sud-est méditerranéen qu'on a connu. Chez nous, le temps, le climat a profondément changé. J'ai fait une série télévisée qui s'appelait L'aventure des plantes et que certains d'entre vous ont vu il y a 30 ans sur TF1. Je l'ai fait, cette série, à Monaco avec mon ami, regretté ami Jean-Pierre Cuny. J'allais tout l'été à Monaco travailler, donc pendant la période où il n'y avait pas de cours à l'université. Chaque année, c'était pareil. Le ciel était bleu, et il était bleu en permanence pendant 2 mois, avec un orage parfois très bref. C'est plus ça non plus. Ça a complètement changé. Et quand je faisais mon cours au Collège d'Europe, qui est une institution universitaire de 3e cycle qui forme les hauts fonctionnaires de l'Union européenne, quand les élèves venant de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal sont arrivés, lorsque ces pays sont rentrés dans l'Union européenne, j'ai creusé la question du climat européen, du climat sud-européen, et ce que je leur disais, évidemment, aujourd'hui, je ne pourrais plus leur dire du tout, parce qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y aura, dans le futur, de plus en plus d'événements météorologiques graves, très graves et fréquents. Alors ça, c'est ce qui se passe chez nous. Si on regarde ce qui se passe dans les zones intertropicales, là, on craindra des disettes, des famines par la sécheresse, qui est aussi un autre problème qui se pose pour ces pays à la suite du réchauffement climatique chez eux. Alors nous avons des chiffres précis pour vérifier tout cela. Nous avons les chiffres des réassureurs. Les réassureurs, ce sont des entreprises qui réassurent, comme leur nom le dit, nos assureurs. Les assureurs qui ont assuré les gens du Midi, en ce moment même, se retournent vers ceux qui les assurent eux. Eh bien, ceux-là disent qu'en Europe, au cours des 10 dernières années, les coûts des sinistres liés aux modifications climatiques ont doublé. Et que c'est bien pire en Amérique, où ils ont été multipliés par 5. Ceci est la preuve évidemment incontestable que ces événements sont plus fréquents et plus dramatiques. Et puis il y a le problème de la montée de la mer aussi.
la mer monte en moyenne sur la surface du globe tout entière de 3 mm,2 par an. Ça voudrait dire en gros 30 cm à la fin du siècle. Mais subtilement, on s'aperçoit que ce chiffre monte et que d'ici 10, 20, 30 ans, ça sera peut-être plus 3 mm, ça sera peut-être 5 ou 6 mm. Et actuellement, on s'accorde à penser que statistiquement, il y a des chances pour que le petit bébé qui est né aujourd'hui voit, lorsqu'il sera âgé, la mer monter de quelque chose comme 1 mètre. Mais ça, c'est une catastrophe effroyable, parce que les atolls sont sous l'eau, parce que les deltas seront sous l'eau, parce que le Bangladesh sera sous l'eau, parce que la Hollande sera sous l'eau. La Hollande modifie complètement ses stratégies en matière de traitement des immersions maritimes. Et bien sûr, la question, c'est qu'est-ce qu'on fera de ces gens qui pourront plus rester habités là où ils habitent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fera de ces réfugiés climatiques? Les petits pays insulaires, qui sont nombreux, dans l'océan Indien et dans le Pacifique en particulier, forment un lobby très puissant aux États-Unis, aux Nations Unies, et ce lobby plaide effectivement pour que l'on réfléchisse dès à présent à l'accueil de ces réfugiés climatiques. On les a chiffrés, 200 à 300 millions. Alors nous nous désespérons quand notre pays accueille entre 100 et 200 000 immigrés par an. Qu'en sera-t-il quand il faudra que les pays qui ont du sol, pas sous l'eau, accueillent des millions de gens qui n'auront plus de chez soi, chez eux? Bon, la question est ouverte, on n'a pas la solution. On a dit on les mettra en Australie. Alors en Australie, c'est le contraire, il ne pleut pas du tout. On n'a pas la solution. Mais tout ça sont des problèmes écologiques très graves qui se posent pour un futur pas très lointain, sur 1 ou 2 générations simplement. Et à mes yeux, c'est sans doute le problème écologique le plus grave. Alors il faut donc diminuer les dégagements de gaz à effet de serre pour éviter que les températures moyennes augmentent de plus de 2 degrés, c'est ce que dit le GIEC, par rapport aux températures du début de l'ère industrielle. Pour la planète, on est déjà à 0,85 degrés de plus. Pour la France, on est à 1 degré de plus. Pour pas loin de chez vous, je n'ai pas les chiffres chez vous, pour le Poitou-Charentes, on est à 1,2 degrés de température de plus. Ségolène Royal a donc réchauffé le climat chez elle, vous le voyez. Voilà des chiffres que l'on connaît dès à présent. Et si nous dépassons les 2 degrés de plus, alors les experts nous disent tous la même chose, c'est la catastrophe absolue. Et si nous ne faisions pas grand-chose, si la conférence qui va s'emparer de cette grave question à Paris exactement dans 1 an devait échouer comme a échoué la conférence de Copenhague il y a quelques années, alors on ne contrôlerait plus rien et l'augmentation des températures à la fin du siècle serait de 4 à 5 degrés. Bon, ce qui est totalement inimaginable. Il n'y a pas de scénario d'ailleurs qui peuvent nous informer de ce que serait devenu le drame climatique si les températures moyennes augmentaient de 4 à 5 degrés. Mais si on continuait comme aujourd'hui, c'est ce qui se passera. Donc il y a une extrême urgence en matière de réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer le dégagement de CO2, donc les combustibles fossiles. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut laisser les gaz de schiste là où ils sont et aller résolument vers les énergies renouvelables. Alors ces énergies renouvelables ne sont pas encore tout à fait au point,
Mais l'Union européenne a des projets positifs en ce domaine, en tout cas, c'est de diminuer de 20% les dégagements de gaz carbonique à l'horizon 2020, de faire 20% d'économie d'énergie et de passer à 20% la part des énergies renouvelables dans les énergies globales consommées. Et puis, il y a eu un accord entre la France et l'Allemagne au mois de février qui a été confirmé par l'Union européenne il y a quelques semaines. L'Union européenne donc, se donne comme objectif qu'en 2030, on diminue de 40% les dégagements de gaz carbonique et on passe les énergies renouvelables à 27%. Voilà en tout cas des objectifs chiffrés. L'objectif 2020 sera, semble-t-il, atteint. 2030, on n'en sait rien encore, mais nous espérons bien que nous serons suivis, si on peut dire, par l'ensemble des pays du monde pour réduire d'une manière drastique les dégagements de CO2 et pour augmenter en proportion les énergies renouvelables. Voilà ce qu'on peut dire, mais très rapidement, bien sûr, sur le réchauffement climatique. Il y aurait à parler ce soir longuement de la protection de la biodiversité qui s'érode. Le nombre d'espèces vivantes a tendance à se rétrécir. On connaît au total, disons, approximativement 2 millions d'espèces vivantes. On pense qu'il y en a peut-être 15 millions, donc on est très loin de les connaître toutes, et on constate qu'il y a des pertes rapides pour d'innombrables raisons, en particulier dans les forêts tropicales qui sont très riches en espèces et où les espèces disparaissent à la suite des déboisements intempestifs qu'on voit dans ces régions du monde. Alors vous avez ce milieu ici qui est très intéressant. J'ai vu beaucoup d'illustrations cet après-midi à la Maison du Lac. Il est très biodivers, ce lac. Il y a une richesse biologique étonnante. Il faut que vous l'aimiez, votre lac, et que ce soit pour vous un partenaire nature dans votre vie et dans votre culture, pour que la nature et la culture se marient, et qu'elles se marient ici, heureusement. Alors on pourrait peut-être évoquer, parce que je les voyais tout à l'heure dans un film, les loutres. Les loutres, c'est très intéressant pour comprendre le problème de la biodiversité et les conséquences de l'érosion de la biodiversité. L'Alaska a protégé sur son littoral les loutres de mer qu'on utilisait pour leur peau, pour leur pelage. Et on s'est aperçu que malgré la protection des loutres de mer, les loutres de mer disparaissaient. Elles disparaissaient rapidement. Et là, les Américains ont fait un travail écologique très fin et tout à fait intéressant, où il est apparu que si les loutres de mer disparaissaient, c'est parce que les orques, qui sont des mammifères marins très carnivores, les mangeaient. Et on s'est dit, mais comment se fait-il que les orques se mettent tout d'un coup à manger de loutres de mer, puisque d'habitude ils mangent des poissons? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de poissons. Parce qu'on a surpêché dans des proportions phénoménales sur ces littoraux, et que, comme il n'y a plus de poissons, les orques se sont reconvertis et consomment les loutres. Les populations de loutres diminuent. Et comme les populations de loutres diminuent, comme les loutres se nourrissaient d'oursins, les oursins prolifèrent naturellement. Moins il y a de loutres, plus il y a d'oursins. Et les oursins, eux, se nourrissent d'algues. Et plus il y a d'oursins, moins il y a d'algues, évidemment. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'algues, nous allons vers des littoraux qui sont des grèves peu peuplés de végétaux, ou pas peuplés de végétaux du tout. Donc il n'y a plus de milieu biologique sur le littoral. Et ce sont ces milieux végétalisés par des algues
qui permettent aux jeunes alevins de poissons, aux jeunes moules, aux jeunes crustacés de se développer. Mais ces petits jeunes n'ont plus un milieu dans lequel ils peuvent se développer et se nourrir. Ben donc ils disparaissent. Et comme ils disparaissent et que ce sont des poissons qu'on pêchait autrefois, ben on ne peut plus les pêcher. Il n'y a plus de poissons. Comme il n'y a plus de poissons, les orgues ont consommé les loutres. Comme il n'y a plus beaucoup de loutres, les oursins ont proliféré. Comme les oursins ont proliféré, il n'y a plus beaucoup d'algues. Comme il n'y a plus beaucoup d'algues, il n'y a plus beaucoup de poissons. Qu'il n'y a plus beaucoup de poissons, et vous voyez, ça tourne. Eh bien, chose extraordinaire, chers amis, c'est que les poissons ne reviennent pas. C'est ce qu'on voit à Terre-Neuve, avec les morues, dont on a interdit la pêche en 1992. Alors on a dit on va arrêter la pêche à la morue et d'ici quelques années, les morues se seront évidemment reproduites. Pas du tout. Les morues ne sont pas revenues. Il n'y a plus de morues à Terre-Neuve. Elles ne sont pas revenues. Pourquoi? Parce que l'écosystème a changé et parce que les morues ne trouvent plus les petites bestioles du plancton dont elles se nourrissaient. Le milieu a complètement évolué en notre défaveur. Et c'est encore pire sur le littoral de la Namibie en Afrique méridionale, où on a aussi surpêché. Alors là, ce qui s'est produit, c'est encore plus inquiétant, c'est que les poissons ont été remplacés par des méduses. Et il y a maintenant des méduses en quantité extraordinaire et plus de poissons du tout. Donc nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. J'ai pris exprès ces exemples dans le milieu marin parce qu'il y a la surpêche qui épuise les ressources dont on discute abondamment en ce qui concerne les quotients autorisés, vous le savez bien, mais c'est un vrai problème, c'est une vraie question, et nous découvrons par là qu'un écosystème, même si on le laisse se reposer en évitant de le surexploiter, ne se reconstitue pas toujours. Et voilà qui devrait évidemment beaucoup nous faire réfléchir. Alors, il n'en sera pas de même, tout au moins je l'espère, des abeilles, qui ont beaucoup souffert de 3 pesticides, le gaucho, le régent et le cruiser, qui a fait tomber les populations d'abeilles de 40% en moyenne en France. On a un chiffre là qui est très parlant. Il y a 30 ans, la France produisait 32 000 tonnes de miel. Ces dernières années, elle en produit 16 000 tonnes, juste la moitié. Ce chiffre est encore un peu en baisse maintenant, mais ce chiffre proportionnellement remonte en Italie, où on a interdit ces pesticides-là précisément, qui ont été très destructeurs. Alors on a entendu des voix qui disaient « Oh, c'est pas si grave, on va pouvoir se passer des abeilles. » On a du sucre. Depuis que les Arabes ont ramené la canne à sucre de l'Inde sur les côtes sud du bassin méditerranéen, en Libye en particulier, le sucre est arrivé. Le sucre était quasiment inconnu au Moyen-Âge, sauf comme une épice rare et chère. Mais le bon peuple ignorait totalement le sucre. On se sucrait avec le miel. Alors on dit maintenant qu'il y a du sucre, on se passera le miel, et puis voilà. Mais non, pas du tout, c'est un raisonnement absurde, parce que les abeilles ne nous donnent pas seulement le miel, mais font la pollinisation. Elles pollinisent aux arbres fruitiers, elles pollinisent les fleurs de certains légumes, fruits comme les aubergines, les tomates, toutes les cucurbites, les citrouilles, les melons, etc. Donc si les abeilles ne faisaient plus ce travail, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus alors de fruits, ou beaucoup moins de fruits. Alors on dit on fera comme les Chinois, parce que dans certaines régions de la Chine, ce sont des ouvriers ou ouvrières qui, avec une plume d'oie, prennent
délicatement le pollen dans les étamines d'une fleur et le pose sur le pistil. C'est la pollinisation manuelle. Alors on a calculé, parce qu'il y a toujours un économiste au coin du bois qui fait de subtils calculs, et il a calculé que ça coûterait, pour payer tous ces gens-là, qui feraient la pollinisation, 153 milliards de dollars chaque année. C'est ce que nous valent les abeilles. C'est l'économie que nos abeilles nous offrent dans l'ensemble des échanges économiques. D'autres subtils économistes ont dit, oui, mais ça créera de l'emploi. Ah oui, on deviendra pollinisateur. Et à l'université, on fabriquera des masters en traitement en pollinisation. Absurde. Comme tant de choses sont totalement absurdes dans le monde dans lequel nous vivons, pétri d'innombrables contradictions, sujet sur lequel on pourrait faire plusieurs conférences, mais vous le voyez tous les jours, on fait une chose et le contraire le lendemain. C'est très drôle, le monde dans lequel nous vivons. À ce point de vue, en tout cas, voilà le problème des abeilles. Ce qu'il faut, c'est évidemment que ces pesticides-là disparaissent et que beaucoup d'autres disparaissent aussi. J'étais avec ce collègue de Montpellier il y a 2 jours, éminentissime spécialiste des pesticides, et ce qui m'a raconté des pesticides utilisés dans les vignes de son département de l'Hérault et de l'Aude n'était pas réjouissant du tout, parce qu'il est prof à la fac de médecine, et il reçoit les malades des pesticides. Il me disait, tu sais Jean-Marie, ça s'est encore aggravé depuis qu'on ne s'est pas vu, on ne s'était pas vu depuis 3 ans. J'ai dit oui, et alors qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, fais ce que tu fais toi. On fait tout ce qu'on peut pour que certains de ces pesticides disparaissent des marchés. Alors nous avons réussi à faire que 500 pesticides ont disparu des marchés au cours des 10 dernières années. C'est très, très, très insuffisant. Il faudra aller beaucoup plus loin, mais ici, vous voyez, nous avons débouché maintenant sur les problèmes de santé liés à l'environnement. Bon, voilà un bilan extrêmement rapide de la situation en matière d'écologie. Alors vient une étonnante et importante question. Comment diable en est-on arrivé là? Comment on s'y est pris pour s'empêtrer dans tous ces problèmes? Pour le bien comprendre, il faut revenir au début de l'ère industrielle. C'est l'époque où l'Angleterre est maîtresse du monde. C'est l'époque où naît la biologie moderne, avec notamment le très connu Charles Darwin. C'est l'époque où on avait le sentiment que la nature était une jungle effroyable, où tout le monde était contre tout le monde, où c'était la lutte féroce pour la vie, c'était au toit de l'arc je m'y mette, c'était la loi du plus fort. Et on a popularisé ce modèle qui semblait donc nous orienter vers une seule position possible vis-à-vis de la nature, la lutte. Et la lutte contre elle, pour la dompter. Alors ceci a beaucoup plu aux philosophes. Marx, qui connaissait Darwin, y a vu le modèle de la lutte des classes. Après tout, si dans la nature tous les êtres vivants sont en lutte, il est facilement compréhensible que dans la société, puisque nos corps c'est la nature, ça soit la même chose. Les libéraux y ont vu la justification de la concurrence sans limite. Et c'était là aussi, évidemment, celui qui s'emparerait du plus fort contingent de parts de marché qui gagnerait dans cette compétition. Et nous sommes rentrés à ce moment-là dans une vision totalement compétitive
des relations humaines, comme étaient compétitives nos relations avec la nature. Bien, aujourd'hui, nous sommes dans cet état d'esprit. Toute l'économie, c'est ça. Tout le libéralisme, c'est ça. Tout le capitalisme, c'est ça. Et le langage l'exprime admirablement bien. On se fait des guerres économiques. On a des luttes sociales. Il y a des combats politiques. Un combat politique, ça se manifeste par des batailles électorales. Le mot bataille est intéressant. Comment on fait une campagne électorale? On fait une campagne, mais Napoléon aussi faisait des campagnes qui se sont soldées par de nombreuses victimes. Comment fait-on une campagne électorale? Les forces politiques, comme on dit, les forces, comme les forces armées, mobilisent leurs troupes. Mobilisation, c'est la guerre. C'est la guerre. Troupes de quoi? Troupes de militants. Vous voyez, notre vocabulaire est complètement pris dans cette manière de voir. Complètement pris dans cette manière de voir. Et on a oublié que la nature, c'est pas que de la compétition, mais c'est aussi de la coopération. Alors c'est ce que nous montrons avec Pierre Rabhi dans ce livre « Le monde a-t-il un sens ?» auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. On pourrait développer à l'infini les systèmes de coopération qui existent dans la nature. Si la nature n'était que compétitivité, si elle n'était qu'agressivité, elle se serait détruite. Et il est passionnant de voir à quel point il y a dans la nature des mécanismes qui freinent l'agressivité et qui poussent à la coopération, la symbiose, la capacité des êtres de se rendre des services mutuels, très développée dans la nature, mais très développée aussi dans la société. On parle de plus en plus d'économie sociale et solidaire. Eh bien, c'est cette partie de l'économie qui échappe au monde du libéralisme ambiant, puisque dans notre pays, en pourcentage de PIB, l'économie sociale et solidaire, ça représente 10% du PIB et ça représente à peu près 2 500 000 emplois. C'est quoi l'économie sociale et solidaire? Bien, ce sont les coopératives, ce sont les ONG, ce sont les associations, ce sont les mutualités, les mutualismes, nos compagnies d'assurance par exemple, etc., etc. Il y en a de toutes sortes. La solidarité, c'est un mot qui est chaud, que nous aimons bien. Il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps, on demandait aux gens de classer 100 mots. Le mot qui est venu en tête, préféré des Français, c'était le mot solidarité, et le mot qui arrivait en queue, c'était OGM. C'est très significatif d'ailleurs de notre sensibilité collective. Alors il y a cette ouverture actuelle vers ces valeurs-là. C'est pas un hasard si quand nous faisons des conférences communes avec Pierre Rabhi, il y a chez nous tous ce sentiment conscient ou inconscient que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut que quelque chose bouge, que ça patine. Pierre a une expression que j'aime beaucoup, il dit « on fait de l'acharnement thérapeutique sur notre société ». Et ça ne marche pas. Acharnement thérapeutique pour créer de l'emploi, mais avec les postulats de base de la science économique, on n'y arrive plus. Et ces postulats doivent être repensés. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais si je parle de solidarité, j'évoque une valeur qui nous est commune et à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Si j'ai proposé de nommer cette conférence « La Terre en héritage », c'est parce qu'il y a une solidarité intergénérationnelle. Le développement durable, c'est que nous
nous sentons responsables des générations futures et par conséquent solidaires avec elles. Mais il y a aussi la solidarité dans notre propre génération, et qui dit solidarité dit partage. Bon, en partage, on n'est pas très doué. Qui dit partage dit équité, qui dit équité dit égalité, mais égalité, c'est un terme qu'il faut pondérer aussi. Nous sommes tous égaux en droit, absolument, absolument. Et notre culture, inspirée par le christianisme, a postulé et postule que de ce point de vue, un homme en vaut un autre, quel qu'il soit, et quelle que soit sa position dans la hiérarchie sociale. Mais nous avons réussi cet extraordinaire tour de force à créer des sociétés de plus en plus inégalitaires. Il y a de plus en plus de pauvres et il y a de plus en plus de très riches. Et ce mouvement s'amplifie. Quoi qu'on fasse. Et là, on a un gouvernement de gauche, il l'a avoué, Valls, la semaine dernière, dans un de ses discours, c'est un fait. On n'arrive pas à écrêter un petit peu les différences de revenus. Mais j'ai lu la semaine dernière un papier que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire. Ça se passe à la Silicon Valley. Alors, la Silicon Valley, c'est plein de petits malins. C'est les petits malins qui sont les maîtres du monde. C'est eux qui commandent. C'est Facebook, c'est Microsoft, c'est Google. Bon, voilà, ils seront les maîtres du monde. Puis nous jouons le jeu. Oh, écoutez, j'allais dire bêtement. C'est incroyable ce que nous laissons faire. Je vois progresser Google. J'ai un très bon ami, Serge Papin, qui est le patron des magasins U de distribution, qui vient de faire un bouquin qui est très bien fait, et où il montre comment Google peut couler une entreprise où qu'elle soit, quand il veut, comme il veut, parce qu'il a des moyens qui sont incommensurablement plus grands que les moyens des communs des mortels. Bon, s'instaure une sorte de mondialisation effroyable, mais ce n'est pas le sujet de la conférence. En tout cas, il y a un petit jeune, il a 24 ans, je ne sais plus son nom, ça n'a pas d'importance, il a inventé une application, je ne sais plus laquelle non plus, ça n'a pas d'importance non plus. Mais ce que j'ai lu, c'est que ça a inquiété Google. Concurrence. Quand on veut être tout puissant, on n'aime pas la concurrence. Alors Google a acheté son application. Il l'a payé 2,5 milliards de dollars. Et le gamin a donc gagné 2,5 milliards de dollars en 2 ans. Ce qui est insensé. Chers amis, je vais être un peu brutal. Je ne comprends pas comment une société accepte cela. Je ne comprends pas. Il se trouve que dans ma vie, je suis entouré par de pauvres gens, des gens souvent très pauvres, que j'aide comme je peux. Je pense au pape François quand je dis ça, qui est très sensible à la pauvreté et qui a un langage qui n'est pas la langue de bois, ce qui nous change des langages habituels. Mais comment pouvons-nous accepter un pareil système qui visiblement instaure entre les humains une inégalité effroyable? Je suis lorrain. Mon grand-père était jardinier chez les maîtres de forge, la famille de Vindel. La famille de Vindel a fait fortune. Elle a fait fortune sur 2 siècles et demi. Le gamin a fait une plus grande fortune que les de Vindel en l'espace de 2 ans. Bon, voilà, c'est tout. Alors je pense que la génération future, que la génération de ces enfants que nous voulons protéger aura à se coltiner à cette question d'un plus grand partage et de plus d'humanité dans les relations entre les humains et plus de justice aussi. Toutes ces valeurs sont portées par le message de la coopération, de la solidarité, qui est un des grands messages de l'écologie. Et comme j'évoquais tout à l'heure Pierre Rabhi, qui est un ami très cher,
il a inventé cette expression, la sobriété heureuse. Voilà encore une très intéressante valeur, sobriété. C'est quoi la sobriété heureuse? C'est de ne pas être la victime frustrée de la pub. C'est de ne pas souffrir, de ne pas avoir plus encore, et toujours plus. C'est de se satisfaire de ses biens immatériels lorsque les biens élémentaires sont eux-mêmes satisfaits. C'est de ne pas rechercher le futile et l'inutile. C'est de trouver que la qualité des rapports entre les humains, on parlait tout à l'heure d'humanisme, c'est très important. Ça donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur d'avoir des relations fructueuses, fertiles et belles avec son partenaire, sa famille, ses enfants, ses amis. Ce sont des valeurs majeures qui sont petit à petit rognées par le fait que nos relations humaines sont totalement médiatisées par les technologies. Et moi je trouve que plus on communique par les engins, moins on communique par le cœur. Nos sociétés sont froides, glacées, toujours plus froides et toujours plus glacées. Vous faites le téléphone, vous avez les répondeurs, vous avez tapé 1, tapé 2, tapé 4, tapé 8, etc. Bon, puis vous recommencez 10 fois de suite, et puis vous avez une voix qui vous dit ceci ou qui vous dit cela, et puis quand vous avez tout entendu, ça fait clic, 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 c'est coupé. Alors vous recommencez. C'est effrayant. Nous acceptons tout ça. Je ne comprends pas, moi j'accepte pas tout ça. Moi je vis comme vous, dans ce même monde, mais je trouve que c'est pas bien. Et je dis c'est pas bien. Comme j'ai dit, c'est pas bien les OGM. Alors pour les OGM, on a gagné, il n'y a pas d'OGM en Europe. Pour les valeurs humaines, on n'a pas encore gagné. Il y a encore un long chemin à parcourir. Mais si nous sommes sobres, chers amis, nous économisons des ressources. Nous ne gaspillons pas. Nous ne polluons pas. Nous permettons que les générations suivantes puissent bénéficier de ce dont nous bénéficions nous-mêmes, et que nous n'aurions pas usé ou abusé jusqu'à la corde. Il faudra donc que de nouveaux rapports s'instaurent, d'une part entre les humains et la nature, d'autre part entre les humains, entre eux. Et l'on peut imaginer alors que petit à petit une belle convivialité se met en place. Les Grecs anciens ont inventé la démocratie. Ils disaient, c'est mieux si les décisions sont prises par plusieurs que si elles sont prises par une seule personne. C'était un raisonnement génial à l'époque. Personne n'avait jamais pensé ça. Mais ils avaient ce qu'ils pensaient être l'arme absolue et qu'ils appelaient la règle d'or. Et cette règle d'or, c'était une phrase, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent à toi. Ils pensaient que cette phrase, s'ils la faisaient leur, allait leur permettre de se comprendre mutuellement, de rentrer dans la manière de voir de l'autre, et donc d'aboutir en politique, en ce qui concerne la gestion de la cité, à des consensus. C'était ça, la démocratie grecque. Bizarrement, les Grecs ne savaient absolument pas que cette fameuse règle d'or était apparue en même temps, 6 siècles avant Jésus-Christ, dans toutes les spiritualités du monde, d'Orient et d'Occident. En même temps, en Chine, chez Confucius et Lao Tse. En même temps, en Inde, chez le Bouddha et chez l'hindouisme. En même temps, dans les grands monothéismes en Occident, dans le zoroastrisme, même la vieille religion des Perses, partout. Cette règle d'or est partout. Et dans l'Évangile, elle est à l'endroit lorsque Jésus dit « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Et ce qui est très important, c'est ce qu'il ajoute. Il ajoute « C'est la loi et les prophètes. » Et la loi et les prophètes, c'est ce que nous appelons nous aujourd'hui la Bible. Il n'appelait pas la Bible à l'époque, il disait la loi et les prophètes.
Elle est belle, cette règle d'or. Elle me plaît pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on se triture la cervelle. Ah, qu'est-ce qu'on se la triture? Pour savoir ce qu'on va dire aux enfants en cours de morale. Puisque M. Payon a voulu réintroduire la morale à l'école. Il a eu d'ailleurs des mots que je déplore profondément en disant que ça sera la nouvelle religion. Un ministre de l'Éducation nationale n'a pas à dire ça, c'est pas ce qu'on lui demande. Je ne sais pas ce que pense notre ministresse, très élégante et sans doute très intelligente, mais je n'ai pas la même sensibilité qu'elle. Qu'est-ce que ça serait bien de donner la règle d'or à nos enfants, pour que le petit enfant, déjà dans la cour de son école, se dise que c'est pas bien d'être méchant avec son petit copain, parce qu'il ne voudrait pas que le petit copain soit méchant avec lui. C'est simple, c'est bête comme chou, mais c'est ce que toutes les spiritualités du monde nous ont apprises. Et si nous adossions aux droits de l'homme, qui est notre charte universelle, à laquelle nous adhérons tous, bien entendu, si nous adossions aux droits de l'homme cette règle d'or, nous aurions vraiment, me semble-t-il, un appareillage éthique, moral, solide. Solide, ce serait solide. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle de la règle d'or, bien que ce que je viens de dire est évident. C'est parce que les autres, ça peut être aussi les animaux, les plantes, et qu'à ce moment-là se dessinerait une sorte de convivialité, je l'ai dit à un instant, entre tous les vivants. Et la terre, petit à petit, deviendrait un jardin, ce qu'elle était dans le rêve du fameux jardin d'Éden. Convivialité, paix entre tous les vivants. Macmillan, qui était un ornithologue américain, on a beaucoup parlé d'oiseaux cet après-midi, était très effrayé par la brutalité des pionniers américains qui fonçaient vers l'ouest et qui tiraient sur tout ce qui bouge. Ils tiraient sur les bisons, ils en tuaient 100 d'un coup pour faire des cartons, ils faisaient des concours entre eux, les bisons morts pourrissaient sur place, ça horrifiait les Indiens ils tuent un bison, ils mangent tout, ils en tuent un autre, ils sont économes. Les pionniers étaient des brutes. Et Macmillan était très inquiet parce qu'il tirait sur les condors, qui sont des gros oiseaux avec une envergure de 3 mètres. Ça faisait des cartons magnifiques. Et il s'est dit, les condors vont s'éteindre. Et il a écrit ceci, il faut sauver les condors. C'est pas tellement qu'on a besoin des condors, c'est qu'on a besoin de les sauver, parce que pour les sauver, il faut développer des qualités de sensibilité humaine dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. Écrit il y a 200 ans. Très d'actualité encore aujourd'hui et très beau. Ce texte est absolument magnifique, absolument sublime, et nous dicte quel devrait être notre système relationnel avec la nature, mais aussi avec les autres. Alors, nous arrivons à la fin. Alors j'ai proposé, dans un livre, celui que j'ai cité tout à l'heure, proposé que l'on réfléchisse au sens de l'univers, au sens de la vie, au sens de la société, au sens de nos vies. Et on s'aperçoit, chers amis, on s'aperçoit que depuis le Big Bang jusqu'à nous, il y a un phénomène constant, toujours le même, que j'ai baptisé associativité, et qui fait que lorsque des éléments simples se combinent entre eux pour donner des éléments plus complexes, il y a émergence de propriétés nouvelles, positives, conservées par l'évolution. Et que par conséquent, c'est en nous associant que nous arrivons à passer à l'étape suivante dans l'histoire de l'humanité. Et la plus belle des associations, évidemment,
c'est l'amour. Et je voudrais terminer en évoquant le souvenir d'une rencontre qui m'a marqué avec le grand Théodore Monod. Théodore Monod, vous savez, c'était un très grand savant. Il savait tout sur les déserts, tout, absolument tout, dans toutes les disciplines. La géologie, la minéralogie, la botanique, la zoologie, l'éthologie, l'anthropologie, il savait tout. C'était aussi un très grand sage. C'est comme ça que nous le percevons. Il a osé manifester à l'époque contre le nucléaire, par exemple, avec un courage exceptionnel. C'était aussi un saint homme. Un saint homme. Alors je l'ai vu à la fin de sa vie, il avait 96 ans. Nous avons fait un livre ensemble. Nous avons enregistré des cassettes. Et puis, quand nos cassettes étaient enregistrées, j'ai senti que ce vieil homme avait envie de me parler. C'est la deuxième fois que ça m'arrivait dans ma vie. La première fois, c'était une relation très chaleureuse et très amicale avec le président Robert Schuman, qui est le patron, le père de l'Europe, qui a fondé l'Europe et qui était député de ma circonscription pendant 40 ans en Moselle. C'était aussi un vieux monsieur et il m'a ouvert son cœur à maintes reprises. Et il m'a dit, mais Jean-Marie, tout ce que vous avez dit me laisse penser que malgré tout, vous êtes optimiste. Vous êtes optimiste? Bon, je répondu, je suis réaliste, volontariste et engagé à défendre les valeurs qui nous sont communes, naturellement. Oui, il me dit ça, je m'en doute bien, mais pour l'avenir de l'humanité, c'est perdu, vous êtes d'accord? Non, je dis, je ne suis pas d'accord. Mais bien sûr que si, Jean-Marie. C'était en 2000. Dans 100 ans, me dit-il, il n'y aura plus d'hommes sur la Terre. Au Bigre, j'ai dit, vous êtes très pessimiste alors. Ah, il m'a dit, oui, je suis très pessimiste. Je pense que nous n'échapperons pas à un conflit nucléaire ou à une grave crise écologique qui fera des dégâts monstrueux, quelque apocalypse. Il me dit, vous voyez, regardez les vaches dans les champs, comme elles sont paisibles, aucune agressivité. Et c'est sans doute pour ça que les hindous ont fait de la vache le symbole de la vie subhumaine. Il me dit, est-ce que vous connaissez les textes que Gandhi a consacrés aux vaches? J'ai dit, oui, je les ai lus. Ben, regardez les chimpanzés. Alors, les chimpanzés, ils ont des relations beaucoup plus riches entre eux que les vaches, naturellement. Ce sont des primates, mais ils se font souvent la guerre. Et on a trouvé, après des affrontements entre bandes de chimpanzés, parfois un mort sur le terrain et des blessés. Le grand malheur de l'humanité, Jean-Marie, c'est que malheureusement, nous ressemblons aux chimpanzés et nous partageons avec eux 98,5% des gènes et que nous sommes très agressifs. Vous le voyez bien, les agressions, c'est partout, dans le vocabulaire, dans les actes, partout. Il me dit, regardez, on dépense, l'humanité, chaque année, 1800 milliards de dollars pour vendre des armes, donc pour s'entretuer. Et ces sommes vertigineuses, on les a, on les trouve. Mais on est incapable d'en trouver 13 fois moins, c'est-à-dire 140 milliards de dollars pour nourrir le milliard d'hommes qui ne mangent pas à sa faim. Nous sommes capables, pour nous entretuer, de trouver, de dépenser des sommes vertigineuses, et nous sommes incapables d'être solidaires pour l'essentiel, c'est-à-dire pour que chacun puisse au minimum se nourrir. Et il me dit, vous croyez vraiment qu'une espèce comme ça a beaucoup d'avenir?
J'étais assez sidéré par le propos parce que c'était impressionnant d'entendre ça. Alors il me dit, oui, je sais ce que vous pensez, Jean-Marie, n'est-ce pas, nous sommes chrétiens tous les deux. Alors, vous pensez, aimez-vous les uns les autres? Alors j'ai dit, oui, je pense ça. Ben, il dit, Jean-Marie, ça marche pas. J'ai dit, comment ça marche pas? Oh, ben, il dit, ça marche pas, vous voyez bien. Imaginez que tout d'un coup, les humains s'aiment les uns les autres. Alors imaginez qu'au lieu de penser que l'avenir de l'humanité, c'est la technologie, on se met à penser que l'avenir de l'humanité, c'est le progrès moral, spirituel, éthique, tout ce que vous voulez. Ce qu'on devrait penser naturellement. C'est ça l'avenir de l'humanité. Sinon, elle n'a pas d'avenir. Alors, oui, je l'écoutais. Et puis il me dit, vous savez, Jean-Marie, j'ai 96 ans, j'aurais dû dire ça. J'ai tellement dit de choses. Et maintenant, je me rends compte que l'essentiel, je ne l'ai pas dit. C'est que nous pourrons faire tout ce que nous voulons. Mettre des moyens considérables au service de nos projets. Nous n'avancerons pas beaucoup si nous ne sommes pas portés par ce flux qui nous porterait les uns vers les autres dans le respect mutuel et dans l'amour. Puis il me prend la main, et puis je vois une larme qui coule, et puis il me dit, je voudrais vous demander quelque chose. Ben, j'ai dit oui, allons-y, monsieur Monod. Alors, il me dit, voilà, mais j'ai pas dit ça. J'aurais dû dire ça, je l'ai pas dit. Ce qui est important, Jean-Marie, c'est l'amour. C'est l'amour que nous mettrons dans nos sociétés. Sinon, nous irons dans le mur. Partout, l'amour en politique. Oh, j'ai bigre. L'amour en politique. Intéressant. Mais il n'y a pas d'agressivité en politique, vous voyez bien. Les Romains, quand ils parlaient des tout premiers chrétiens, disaient « voyez comme ils s'aiment ». Nous pourrions dire « voyez comme ils ne s'aiment pas ». Alors il me dit « vous savez, j'ai pas dit ça. J'aurais dû le dire, je le regrette maintenant tellement, et ça m'angoisse beaucoup. Et si vous le disiez, vous, si vous promettiez maintenant de dire ça dans vos conférences, pareil, vous en faites plein des conférences. J'ai dit oui, j'en ai fait 3500. Ah ben, j'ai dit c'est beaucoup. Ah ben, il dit, vous le diriez ça? J'ai dit oui. Ah ben, j'ai dit oui, voilà, je vais le dire. Et il fond en larmes, il me tombe dans les bras, il est tout petit, comme Pierre Rabhi qui dit qu'il pèse 50 kilos tout mouillé, et qui est très fâché de payer ses billets d'avion aussi cher que moi. Et il trouve que c'est une grave injustice. Je le serre dans mes bras, plein d'affection pour ce vieil homme. Nous nous quittons. Il meurt peu de temps après. J'ai noté au mot à mot tout ce qu'il m'a dit dans le train qui me ramenait à Metz pour ne rien oublier. Et un jour, je fais une conférence où je raconte ça, comme je le fais ce soir, pour terminer cette conférence sur la terre en héritage. Et puis, quelqu'un s'approche de moi et il me dit « Je suis le fils de Théodore Monod ». Ah, j'ai dit « Ah bon ?» Ah, il me dit « Jean-Marie, mais qu'est-ce que vous lui avez dit à mon père ?» Eh bien, j'ai dit ce que je viens de vous dire, là. À côté, ça a eu un effet extraordinaire. Il était calme après. Il était tellement angoissé. On n'arrivait pas à le calmer. Après, il était calme. Ah ben, j'ai dit, donc ça a marché. Voilà, je suis très content que vous me disiez ça. Et puis un jour, en octobre 2008, on a vu en pleine crise, Lehman, la banque, venait de faire faillite. On a vu Nicolas Sarkozy apparaître à la télévision et dire cette chose incroyable, je ne sais pas si vous en souvenez, qu'il s'engageait en tant que président de la République à ce que chaque citoyen puisse continuer à aller à la banque, prélever des euros sur son propre compte, ce que j'ai trouvé tout à fait inouï. Ça voulait dire qu'il y avait des chances pour qu'on ne puisse plus aller à la banque.
chercher des euros sur son propre compte. Ce qui veut dire que toutes les banques auraient fait faillite. Mince alors, ça va plus mal que je ne le croyais. Puis j'ai cogité très 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 vite. Puis j'ai pensé à tous ces jeunes que je vois dans les lycées, dans les collèges, dans les universités, etc. Et puis je me suis dit, si ça arrivait, ça serait pas la fin du monde. On pataugerait un petit peu comme nous avons pataugé, nous les Lorrains, pendant la guerre lorsque nous étions réfugiés, loin de chez nous. On a survécu parce qu'il y avait les fermes. Je veux dire, on recommencerait, pas tout à fait à zéro, mais on commencerait bas. Et on ferait autrement. Et ça serait la fin de la civilisation du dollar tout-puissant, et ça serait le début de la civilisation de l'amour. Merci, chers amis.